L'ère glaciale de l'hiver 1430 s'infiltrait jusque dans les entrailles de Westminster, malgré les tentures de laine lourde et les feux crépitants dans les cheminées monumentales. Il portait avec lui le parfum âpre de la Tamise gelée, mêlé aux effluves persistants de suie, de cire des abeilles et d'une pointe indéfinissable de moisie ancestrale que les siècles avaient imprimée dans la pierre même du palais. Catherine de Valois, reine douairière d'Angleterre, se tenait près d'une étroite fenêtre à meneaux, son regard perdu dans le ciel bas et laiteux qui drapait Londres d'un voile mélancolique. Ses doigts fins, autrefois habitués aux broderies délicates de la cour de France, effleurait le lourd velours écarlate d'une courtine, une texture opulente qui contrastait avec l'austérité grandissante de son existence. Elle n'avait que 29 ans, un âge où, pour la plupart des femmes de son rang, la vie commençait à peine à s'épanouir dans la certitude de leur position. Mais pour Catherine, le destin avait déjà tissé une tapisserie complexe de grandeur et de solitude. Son cœur portait le deuil d'un amour certes contraint par les impératifs dynastiques, mais teinté d'une estime sincère pour le roi guerrier qui avait été Henri V. 3 ans s'étaient écoulés depuis que la maladie l'avait arraché à son trône et à son épouse, laissant derrière lui un royaume en pleine expansion et un héritier à peine âgé de 9 mois. Le silence qui avait suivi sa mort résonnait encore dans les vastes salles de pierre, un silence lourd du poids des responsabilités qui pesaient désormais sur les frêles épaules de son jeune fils, Henri VI. Catherine était une figure paradoxale, une reine sans couronne active, une mère sous surveillance constante. Son titre de reine douairière lui conférait un prestige indéniable, mais sa position réelle était celle d'une précieuse relique dynastique, gardée avec une vigilance scrupuleuse par le conseil de régence. Elle était la mère du roi, le lien vivant entre deux lignées royales, française et anglaise, mais elle n'était plus qu'un instrument, une pièce maîtresse sur l'échiquier politique, privée de son propre jeu. Son héritage français, ses origines de Valois, la fille de Charles VI, le roi fou de France, était à la fois sa force et sa faiblesse. Un rappel constant de la France, le pays que l'Angleterre s'efforçait de conquérir, et un lien qui la rendait suspecte aux yeux de certains. Ses cheveux, d'un châtain profond, encadraient un visage aux traits délicats, où l'on pouvait encore discerner les restes d'une beauté qui avait jadis charmé un roi. Ses yeux, d'un bleu-vert changeant, reflétaient une mélancolie profonde, une lassitude qui n'était pas celle de l'âge, mais celle de l'âme. Elle portait une robe de brocart sombre, coupée dans le style sobre et digne qui convenait à une veuve royale. Chaque pli du tissu semblait contenir un secret, chaque geste une retenue apprise au prix de dures leçons. Elle se détourna de la fenêtre, le souffle des airs glacial la faisant frissonner malgré l'épaisseur de ses vêtements. La pièce, son appartement privé, était vaste mais manquait de la chaleur que l'on trouvait dans les demeures plus modestes. Les tapisseries murales représentaient des scènes de chasse, figées dans un éternel mouvement, leurs couleurs passées par le temps et la fumée des cheminées. Un coffre de cèdre, finement sculpté, contenait quelques-uns de ses souvenirs les plus précieux. Des lettres, un bijou offert par sa mère, Isabeau de Bavière, des chiffons de soie imprégnés du parfum évanoui de sa jeunesse. La porte s'ouvrit doucement, et un page annonça la présence de Sir Thomas, l'un des écuyers du jeune roi. Catherine se redressa, son visage reprenant l'expression de dignité réservée qu'elle portait en public. Le petit Henri, roi d'Angleterre, n'était qu'un enfant. Son existence était le pivot de toute la politique du royaume. Il était sa seule vraie raison d'être, son seul lien indéfectible. Quelques instants plus tard, le jeune Henri entra, mené par son gouverneur. Il avait à peine 8 ans, mais portait déjà le poids du monde sur ses petites épaules. Ses yeux, d'un bleu profond comme ceux de son père, étaient vifs et curieux, mais son expression était souvent grave, empreinte d'une gravité précoce. Il était vêtu d'une tunique de velours bleu roi, ornée de fleurs de lys et de léopard d'or, symbole de sa double royauté. Il était petit pour son âge, et sa santé fragile était une source d'inquiétude constante pour sa mère. « Mère », dit-il d'une voix claire, mais légèrement hésitante. Il s'inclina maladroitement, un geste qu'il avait appris par cœur. Catherine s'agenouilla pour l'embrasser, serrant son corps menu contre elle. L'odeur de l'enfance, mêlée à celle du savon et du tissu neuf, était un baume pour son accent circonflexe, et me tourmentait. « Mon doux Henri, comment s'est passée votre leçon d'aujourd'hui ?»« Le latin est ardu, mère, répondit-il avec un soupir. Et les récits de bataille, ils me lassent parfois. » Un sourire fugace effleura les lèvres de Catherine. Elle se souvenait de son propre père, le roi Charles, qui, dans ses moments de lucidité, lui avait conté des histoires de chevalerie. « Il faut pourtant apprendre, mon fils. Un roi doit être instruit et sage. » Elle le conduisit vers un petit banc près du foyer, où la chaleur était plus généreuse. Tandis qu'Henri s'asseyait, elle le regardait avec une tendresse infinie, mais aussi avec une pointe d'appréhension. Cet enfant était l'incarnation de tous ses devoirs, de toutes ses contraintes. Il était son amour, mais aussi sa prison dorée. Le conseil de régence, mené par l'influent duc de Bedford, oncle d'Henri et régent de France, veillait à ce que la mère du roi n'exerce aucune influence politique directe. Sa présence était essentielle pour la légitimité, mais son pouvoir était inexistant.
Le duc de Bedford, Jean de Lancastre, était un homme d'État redoutable, un stratège politique aguerri, dont la prudence et la fermeté avaient maintenu l'ordre dans le royaume après la mort des Henri V. Il était le pilier de la dynastie Lancastre, un homme pragmatique dont la seule préoccupation était la stabilité du royaume et la pérennité de la conquête française. Il voyait en Catherine une reine respectable mais potentiellement dangereuse, une femme jeune et belle, susceptible de désirer un second mariage, ce qui pourrait compliquer la succession et le pouvoir du jeune roi. Les rumeurs de son mariage secret avec un écuyer gallois n'avaient pas encore atteint les oreilles des puissants, mais le danger était latent, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. En cette année 1430, la cour de Westminster était un microcosme de l'Angleterre médiévale, un mélange de faste et de rudesse, de prières ferventes et des intrigues sournoises. Les couloirs résonnaient des pas feutrés des moines, des cliquetis des armures des gardes, des rires étouffés des dames de compagnie et du murmure constant des conversations en français et en anglais. Le palais lui-même, avec ses tours crénelées et ses murs épais, était un symbole de pouvoir et d'isolement. Catherine passait ses journées dans une routine réglée par les exigences de la cour et les soins à son fils. Les messes matinales, les repas formels où chaque bouchée était surveillé, les heures passées à broder ou à lire des manuscrits enluminés. Mais derrière cette façade de conformité, son cœur aspirait à autre chose. À un âge où les passions étaient encore vives, elle se sentait prisonnière d'une existence où l'amour était devenu un luxe inabordable, un rêve interdit. C'est dans ce théâtre de contraintes et de silence qu'Owen Tudor fit son entrée, dès abord comme une silhouette discrète, puis comme une présence de plus en plus insistante dans le champ de vision de la reine. Il était gallois, un homme des armes issu d'une lignée noble mais déchue, venu à la cour pour servir le jeune roi. On le disait courageux, habile aux armes, un homme de stature imposante et d'une beauté rustique qui ne passait pas inaperçue. Catherine, elle, avait dès abord remarqué parmi la foule des écuyers et des hommes des armes qui gravitaient autour du jeune Henri. Il avait une prestance naturelle, une manière de se tenir, droite et fière, qui le distinguait. Ses cheveux sombres tombaient en mèches rebelles sur un front large, et ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une intelligence vive et d'une détermination farouche. Il était habillé simplement, d'une tunique de laine sobre, mais son allure était celle d'un homme né pour commander, non pour servir. Un jour, alors qu'Henri s'exerçait au tir à l'arc dans la cour intérieure du palais, sous la surveillance de ses précepteurs et de quelques gardes, Owen Tudor était là. Son rôle était de s'assurer de la sécurité du jeune roi, mais il avait aussi une aisance particulière à manier l'arc, à montrer les bons gestes. Catherine observait la scène depuis une fenêtre haute, le cœur serré par l'inquiétude pour son fils, si petit et si exposé. Un des tirs d'Henri, mal ajusté, manqua de peu un page. Sans hésitation, Owen Tudor s'interposa, déviant la flèche d'un geste rapide et sûr, avant de corriger le jeune roi avec une patience et une douceur surprenantes. Catherine fut frappée par la scène, non pas tant par l'acte de bravoure, commun chez les hommes des armes, mais par la manière dont Owen s'était adressé à Henri. Avec respect, certes, mais aussi avec une chaleur et une dignité qui trahissaient une âme noble, bien au-delà de son statut d'écuyer. Il n'y avait pas de servilité dans ses manières, mais une assurance calme. Leurs regards se croisèrent un instant. Les yeux d'Owen, levés vers la fenêtre, rencontrèrent ceux de Catherine. Il y eut une étincelle, un frisson imperceptible qui traversa l'air glacial. Un instant seulement, puis il baissa les yeux, reprenant sa posture respectueuse. Mais pour Catherine, cet instant fut une révélation, une brèche dans la monotonie de son existence. Elle se sentit rougir sous l'effet d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, un mélange de surprise et d'une curiosité inattendue. Les jours suivants, la présence d'Owen Tudor sembla se faire plus fréquente. Il était souvent de garde près des appartements royaux, où croisait Catherine dans les longs couloirs. À chaque rencontre, leurs regards s'échangeaient, furtifs, chargés d'une tension silencieuse. Catherine commençait à anticiper ces moments, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de le croiser. Elle observait ses gestes, la force de ses mains, la manière dont il portait son épée, la façon dont il parlait aux autres écuyers, avec une autorité naturelle et un rire franc qui contrastait avec l'atmosphère souvent guindée de la cour. Il y avait en lui une vitalité, une force brute et une honnêteté qui manquaient cruellement aux hommes de cour, souvent préoccupés par les intrigues et les flatteries. Owen Tudor était différent, il était simple, direct, et sa présence dégageait une sorte de magnétisme. Catherine, habituée aux conventions et aux faux-semblants, se sentait étrangement attirée par cette authenticité. Un soir, alors que la nuit était tombée sur Londres, enveloppant le palais dans un silence profond, Catherine se rendit à la chapelle pour ses prières du soir. Le chemin était faiblement éclairé par des torches vacillantes, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Les pas de Catherine résonnaient dans le silence, et elle sentait une solitude écrasante l'envahir. Soudain, elle entendit un bruit, un raclement de gorge. Owen Tudor était là, posté près d'une arcade, sa silhouette massive se détachant dans la pénombre. Il était de garde, il s'inclina profondément à son approche, son visage à peine visible dans l'obscurité.
Votre Majesté, murmura-t-il, sa voix basse et chaude. Bonne nuit, Sire Tudor, répondit Catherine, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Elle continua son chemin, mais son cœur battait la chamade. Elle sentait son regard sur elle, un regard qui n'était pas celui d'un simple serviteur, mais celui d'un homme qui la voyait, elle, Catherine, et non seulement la reine. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Les images des Owen Tudor hantaient ses pensées, ses yeux sombres, son sourire rare mais éclatant, la force tranquille de sa présence. Elle se sentait coupable de ses pensées, elle, la veuve d'un roi, la mère d'un autre. Mais elle ne pouvait les réprimer. Une étincelle s'était allumée dans son cœur, un désir de connexion humaine, une passion qu'elle n'avait jamais vraiment connue avec Henri V, malgré le respect et l'affection qu'elle lui portait. Son mariage avait été un arrangement politique, un devoir accompli. Mais maintenant, libre de ses contraintes, son cœur aspirait à une autre forme de bonheur. Les semaines se transformèrent en mois. Et l'hiver céda la place à un printemps timide, puis à un été éphémère. Les rencontres entre Catherine et Owen Tudor devinrent plus fréquentes, souvent fortuites, parfois subtilement orchestrées. Il lui arrivait de se trouver près d'elle lorsqu'elle se promenait dans les jardins intérieurs du palais, où les rosiers commençaient à s'épanouir. Il lui racontait des histoires de son pays natal, le pays de Galles, des légendes de chevaliers et de dragons, de rivières tumultueuses et de montagnes brumeuses. Sa voix était mélodieuse, son accent gallois chantant, et Catherine elle écoutait, fascinée, oubliant un instant les murs qui l'enfermaient. Il y avait dans ses récits une liberté, un souffle des aventures qui manquait cruellement à sa propre vie. Owen n'était pas un homme de cour par nature. Il était un homme des terres, un guerrier, mais aussi un poète dans l'âme. Il savait manier les mots avec autant d'adresse que l'épée. Il lui parlait de ses ambitions, de son désir de restaurer la grandeur de sa lignée, de son attachement à son prince, le jeune Henri. Mais il y avait aussi, dans ses paroles, une admiration non dissimulée pour Catherine elle-même, une reconnaissance de sa beauté, de son intelligence, de sa force silencieuse. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans une petite cour ombragée, à l'écart des regards indiscrets, Owen la rejoignit. Il tenait à la main une fleur sauvage, une petite campanule bleue, qu'il lui offrit avec un geste hésitant. « Votre Majesté, dit-il, ses yeux fixés sur les siens. Cette fleur elle me fait penser à vous. Simple, mais d'une beauté éclatante. » Catherine prit la fleur, son cœur battant à tout rompre. Le geste était audacieux, presque insolent pour un homme de son rang. Mais il était si sincère, si dénué de toute intention malveillante, qu'elle ne put que sourire, un sourire rare et lumineux. « Merci, Sire Tudor, elle est charmante. » Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et une décharge électrique traversa son bras. Leurs regards se verrouillèrent, et dans cet instant suspendu, Catherine comprit que le danger était réel, mais que le désir elle était encore plus. La prudence, la raison, les impératifs dynastiques, tout cela s'effaçait devant l'appel puissant de cette connexion inattendue. Elle savait le risque immense qu'elle encourait. Un second mariage, surtout avec un homme de moindre rang, serait un scandale inouï, une trahison des attentes du royaume et du conseil de régence. Elle perdrait son statut, sa dignité, et mettrait en péril la position de son fils. Le duc de Bedford ne tolérerait jamais une telle atteinte à l'ordre établi. La loi était claire, la reine douairière ne pouvait se remarier sans le consentement du roi et de son conseil. Et ce consentement ne viendrait jamais pour un simple écuyer gallois. Mais le vide de son existence était devenu intolérable. La solitude, le poids des conventions, la froideur de la cour, tout cela l'étouffait. Owen Tudor représentait une évasion, une promesse de vie, de chaleur, de passion. Il était le feu qui pouvait réchauffer son âme glacée, le souffle de liberté qui pouvait balayer les murs de sa prison dorée. Elle se rappela les paroles de sa mère, Isabeau, qui, malgré ses propres déboires et ses folies, lui avait un jour murmuré « Une femme doit vivre, Catherine ». Même une reine, ces mots résonnaient en elle avec une nouvelle force. Le palais de Westminster, avec ses galeries labyrinthiques et ses recoins sombres, devint le théâtre de leurs rencontres clandestines. Des regards furtifs dans les couloirs, des mots échangés à voix basse dans l'ombre d'une colonne, des rendez-vous arrangés avec une prudence méticuleuse. Les nuits étaient leurs alliés, la pénombre dissimulant leurs secrets. Catherine, qui avait toujours été d'une nature réservée, découvrait en elle une audace insoupçonnée, une soif d'amour qui avait longtemps été refoulée. Owen, de son côté, était pleinement conscient des enjeux. Il était ambitieux, oui, mais son affection pour Catherine était sincère et profonde. Il voyait en elle non seulement une reine, mais une femme vulnérable, intelligente et d'une beauté captivante. Il était prêt à risquer sa vie, sa réputation, pour elle. Sa loyauté était inébranlable, mais il n'était pas aveugle au danger. Chaque geste, chaque mot était calculé, chaque rencontre une danse périlleuse au bord de l'abîme. Leur conversation s'étendait au-delà des anecdotes et des légendes. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs. Catherine lui confiait le poids de sa solitude, la pression constante du conseil, et l'angoisse pour l'avenir de son fils. Owen lui parlait de son désir de grandeur pour sa famille, de son aspiration à laisser une marque, de son amour pour sa terre galloise.
Dans ces échanges intimes, une connexion profonde se tissait, bien au-delà de l'attraction physique. Ils étaient deux âmes solitaires, trouvées l'une et l'autre dans l'immense solitude d'un palais. Un soir, alors que la lune projetait des ombres longues et déformées sur les jardins endormis, Owen réussit à la rejoindre dans une petite cour intérieure, accessible par une porte dérobée. L'air était doux, embaumé du parfum des roses tardives. Il s'approcha d'elle, son cœur battant la chamade. « Votre Majesté, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Je ne peux plus supporter ce silence. Cette distance. » Catherine leva les yeux vers lui, ses propres yeux brillants de larmes contenues. « Owen, le danger est trop grand. »« Le danger est grand, oui, répondit-il, faisant un pas de plus. Mais mon amour pour vous, elle est encore plus. » Il la prit doucement par les mains, ses doigts chauds et forts effleurant sa peau. Le contact, si simple, si humain, électrisa Catherine. Elle sentit ses propres défenses s'écrouler. Elle avait été reine, épouse, mère, mais elle n'avait jamais été aimée de cette manière, avec cette intensité, cette ferveur. « Je ne sais pas ce que je dois faire, dit-elle, sa voix à peine audible. « Laissez votre cœur vous guider, chuchota Owen, son regard fixe sur le sien. Je vous protégerai, je vous honorerai. » Dans l'ombre de la nuit, sous le regard indifférent des étoiles, Catherine de Valois, la reine douairière d'Angleterre, la fille du roi fou de France, succomba à l'appel de son cœur. C'était une décision folle, dangereuse, mais elle était aussi la plus authentique qu'elle ait jamais prise. Les murs du palais, témoins silencieux de tant d'intrigues et de secrets, s'apprêtaient à abriter le plus grand des entre eux, un amour interdit, né dans l'ombre, et destiné à changer le cours de l'histoire. L'année 1430 s'achevait, portant en son sein les prémices d'une passion qui défierait les conventions, les lois et les rois. Sous le voile complice de la nuit, dans cette cour intérieure où le parfum des roses tardives se mêlait à l'humidité froide de la pierre, le monde de Catherine bascula. La phrase d'Owen, « Mon amour pour vous, elle est encore plus », résonna en elle comme une prophétie, un serment murmuré que le vent semblait vouloir emporter pour mieux le graver dans son âme. Ses mains, si longtemps confinées dans les gants de soie et les broderies, frissonnèrent sous la chaleur de celle d'Owen. Ce contact, si simple, si humain, était un acte de transgression audacieux, un défi jeté à toutes les conventions qui elle avait emprisonnées depuis sa naissance. Dans l'étreinte silencieuse de ce jardin endormi, Catherine sentit le poids des années de solitude se dissoudre, non pas complètement, mais suffisamment pour laisser entrevoir la possibilité d'une autre existence. Les yeux d'Owen, profonds et intenses, la dévoraient, ne voyant plus la reine douairière, la mère du roi, elle héritière des Valois, mais la femme, Catherine, avec ses désirs et ses failles. Elle s'abandonna un instant à ce regard, à cette ferveur qu'elle n'avait jamais connue, pas même avec le grand Henri V dont la passion était toujours subordonnée à la gloire et à la conquête. Avec Owen, c'était différent. C'était un amour qui semblait naître de la terre même, brute et essentielle, sans les fioritures et les calculs de la cour. « Je vous honorerai », avait-il dit. Ces mots étaient des ancres dans la tempête qui était sa vie. Elle leva sa main libre et effleura la joue d'Owen, sentant la rudesse de sa peau, le léger piquant d'une barbe naissante. Une larme solitaire roula sur sa joue, non pas de tristesse, mais d'un mélange complexe de peur, d'espoir et d'une joie inattendue, presque coupable. Elle savait que ce pas, aussi petit soit-il, était irréversible. Les murs du palais, témoins muets, semblaient retenir leur souffle, et le clocher de l'abbaye voisine sonna minuit, marquant l'heure où les secrets s'éveillent. Les jours qui suivirent furent imprégnés d'une tension nouvelle, d'une électricité palpable qui ne se manifestait qu'entre eux. Chaque rencontre fortuite dans les couloirs, chaque échange de regards volés, devenait un mini-drame, un ballet de retenue et de désir. Catherine, autrefois d'une mélancolie sereine, se retrouvait traversée par des vagues d'émotions contradictoires. La joie secrète d'un amour naissant se mêlait à la terreur de la découverte, la culpabilité envers son fils et le royaume, et une audace insoupçonnée. Le palais, autrefois sa prison dorée, se transforma en un labyrinthe d'opportunités et de dangers. Chaque arcade, chaque recoin sombre, chaque passage dérobé devenait un potentiel lieu de rendez-vous. Les nuits étaient leurs alliés les plus fidèles. Après que le jeune Henri VI ait été couché, et que le palais se soit endormi sous la garde vigilante mais routinière des sentinelles, Catherine trouvait des prétextes pour se retirer. Une lecture tardive dans sa chambre, une promenade solitaire pour apaiser un esprit agité. Mais ses pas la menaient, avec une précision étudiée, vers les lieux où Owen l'attendait. Leurs rencontres étaient des tableaux impressionnistes, faits de bribes de lumière et d'ombres profondes. Une main effleurée dans un corridor faiblement éclairé par une torche vacillante. Des murmures échangés dans le souffle glacial des nuits des hivers, leurs haleines se mêlant en petits nuages éphémères. Parfois, c'était dans une petite bibliothèque désaffectée, où l'odeur du parchemin ancien et de la poussière les enveloppait, offrant une intimité inattendue. Owen lui lisait des poèmes gallois, sa voix grave résonnant doucement dans le silence, et Catherine, assise près de lui, se laissait envelopper par la mélodie des mots qu'elle ne comprenait pas toujours, mais dont l'émotion la touchait au plus profond. Owen, en dépit de sa passion grandissante, restait l'homme pragmatique et loyal qu'il avait toujours été.
Il était conscient du précipice sur lequel il dansait. Sa vigilance était constante, ses mouvements calculés. Il connaissait les rythmes du palais, les habitudes des gardes, les heures où les couloirs étaient déserts. Il était le stratège de leur amour, et Catherine, qui avait toujours été protégée et dirigée, se laissait guider par sa force tranquille. Elle découvrait en lui une intelligence non pas livresque, mais intuitive, une sagesse des hommes qui avaient vécu et combattu. Leurs conversations nocturnes s'étendaient au-delà des mots doux. Ils partageaient leurs histoires, leurs rêves, leurs blessures. Catherine lui parlait de son enfance à la cour de France, de son père, le roi fou, des jours de faste et de terreur, de sa mère, Isabeau, et de ses conseils ambigus. Elle lui confiait la solitude qui elle avait rongée après la mort des Henri V, le poids de son titre sans pouvoir réel, et l'angoisse constante pour l'avenir de son fils. Owen, à son tour, lui racontait la grandeur passée de sa lignée galloise, les terres perdues, les batailles menées, la fierté d'un peuple fier et indompté. Il exprimait son désir ardent de laisser une trace, de restaurer l'honneur de sa famille, un désir qui, il le savait, pourrait être réalisé par sa connexion à elle, mais au prix d'un risque incommensurable. Un homme ne peut vivre sans honneur, votre majesté, lui dit-il une nuit, alors qu'ils étaient cachés dans l'ombre d'un cloître. La lune, pleine et argentée, filtrait à travers les arcades, dessinant des motifs complexes sur le sol de pierre. Mais une femme ne peut vivre sans amour, Owen, répondit-elle, sa voix à peine un souffle. Et j'y ai trop longtemps vécu sans. Il se pencha vers elle, ses yeux reflétant la lumière lunaire, et dans un geste d'une tendresse infinie, il effleura ses lèvres. Le baiser était chaste, respectueux, mais chargé de toute la passion contenue, de tout le danger de leur situation. C'était une promesse silencieuse, une affirmation de leur lien. Les semaines se muèrent en mois, puis en années. L'année 1430 s'acheva, emportant avec elle les prémices de leur amour, pour laisser place à l'année 1431, puis 1432. Leur relation, née dans l'ombre, mûrit et s'ancra profondément dans les cœurs de Catherine et d'Owen. Leur audace grandit avec leur amour. Ils commencèrent à utiliser un réseau de serviteurs de confiance, des dames de compagnie discrètes pour Catherine, des hommes des armes loyaux pour Owen, qui facilitaient leurs rencontres, transmettaient des messages, veillaient sur leurs arrières. Le palais était vaste, et les secrets, et s'ils étaient bien gardés, pouvaient y prospérer longtemps. Catherine, malgré le danger constant, se sentait renaître. La mélancolie qui elle avait enveloppée comme un linceul après la mort des Henri V commença à se dissiper, remplacée par une vitalité nouvelle, une lueur dans ses yeux qui ne passa pas inaperçue de ces dames. Ses rires étaient plus fréquents, ses pas plus légers. Elle s'habillait avec un peu plus de soin, choisissant des étoffes aux couleurs plus vives. Elle était plus attentive à son fils, le jeune Henri, mais son amour pour lui, bien que toujours aussi intense, elle n'était plus l'unique pilier de son existence. Elle avait trouvé en Owen un compagnon, un confident, un amant qui la voyait comme une égale. Le jeune roi, Henri VI, grandissait, mais sa santé restait fragile, et son tempérament, souvent pieux et studieux, manquait de la robustesse de son père. Il était un enfant doux, mais souvent craintif, et sa mère le protégeait avec une ferveur maternelle. Owen, dans son rôle officiel, continuait d'être un écuyer dévoué au jeune monarque. Il lui enseignait le maniement de l'épée, la chasse, les rudiments de la stratégie militaire. Il était une figure paternelle de substitution, un homme fort et fiable dans la vie du jeune roi, et Catherine observait leurs interactions avec une tendresse mêlée d'une angoisse sourde. Le contraste entre le statut officiel d'Owen et son rôle secret dans sa vie était une épée à double tranchant. Le duc de Bedford, Jean de Lancastre, restait à l'ombre menaçante planant sur leur amour. Il était à la tête du conseil de régence, un homme dont la puissance et l'influence étaient quasi absolues. Son pragmatisme et sa détermination à maintenir la stabilité du royaume étaient légendaires. Pour lui, Catherine était un atout dynastique, un lien vital entre les couronnes, mais une femme à surveiller. Les rumeurs de son mariage secret, si elles parvenaient à ses oreilles, seraient reçues avec une fureur glaciale. Le remariage d'une reine douairière, surtout avec un homme de rang inférieur, sans l'approbation du conseil, était un acte de haute trahison, une menace directe à la légitimité du jeune roi et à la stabilité de la lignée Lancastre. Catherine sentait le poids de cette menace chaque jour. Chaque fois qu'elle croisait le regard perçant du duc de Bedford, elle sentait une vague de froid l'envahir. Elle redoublait de vigilance, jouant son rôle de veuve royale avec une perfection calculée. Elle assistait aux messes, présidait les repas formels, et s'occupait de l'éducation de son fils, tout en dissimulant le volcan qui grondait en elle. La duplicité était devenue une seconde nature, une nécessité pour survivre et préserver son bonheur volé. Pourtant, malgré la peur, l'amour entre Catherine et Owen continuait de s'épanouir. Ils n'étaient plus seulement amants, ils étaient devenus des âmes sœurs, unis par un destin commun, une complicité profonde. Owen était son rocher, son refuge contre la froideur du monde. Catherine était sa muse, sa reine, la femme qui avait cru en lui, lui offrant un amour et une position qu'il n'aurait jamais pu espérer. Un soir de printemps 1432, alors que la cour de Westminster célébrait une fête religieuse,
Offrant un peu de répit dans la surveillance habituelle, Catherine et Owen se retrouvèrent dans une petite pièce secrète, dissimulée derrière une tapisserie murale délavée, un endroit que seul Owen avait découvert par hasard. La pièce était petite, poussiéreuse, éclairée par une unique chandelle. C'était un espace où le temps semblait suspendu, où les murs épais étouffaient les bruits du palais en fête. « Il faut que nous fassions cela, Catherine, » murmura Owen, sa voix grave et résolue. « Devant Dieu, nous devons nous unir. » Catherine le regarda, son cœur battant à tout rompre. Elle savait de quoi il parlait. Leur relation, aussi profonde soit-elle, restait clandestine, non sanctifiée. Un mariage secret, même sans la bénédiction du roi et du conseil, leur offrirait une forme de légitimité à leurs propres yeux, une protection spirituelle contre le péché et l'incertitude. « Mais comment, Owen ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de larmes. « Qui oserait nous unir ? J'y ai un prêtre, répondit-il, son visage grave. Un homme de confiance, un Gallois, qui aime et redevable. Il est discret et loyal. Il comprendra la nécessité. Le risque était colossal. Si un tel acte était découvert, les conséquences seraient inimaginables. Pour elle, la relégation, et l'emprisonnement, la séparation des Henry. Pour Owen, la mort, sans aucun doute, pour avoir osé épouser une reine. Mais dans les yeux des Owen, Catherine ne voyait pas la folie, mais la détermination, et l'amour inébranlable. Et dans son propre cœur, le désir d'être son épouse, même en secret, était plus fort que toutes les peurs. Elle avait été mariée pour la raison des États, pour la paix entre les royaumes. Elle voulait désormais se marier pour elle amour. Quelques semaines plus tard, sous un ciel d'été lourd et orageux, l'acte fut accompli. Dans la même petite pièce secrète, le prêtre gallois, le visage pâle et les mains tremblantes, prononça les paroles sacrées. Il n'y avait pas de faste, pas de témoins, pas de banquet. Juste 3 personnes dans une pièce sombre, le murmure des mots latins se mêlant au battement de leur cœur. Catherine portait une simple robe de lin, Owen son habit d'écuyer. Leurs mains se joignirent, et leurs vœux furent échangés dans l'intimité la plus absolue. Lorsque le prêtre eut fini, il les regarda, son visage empreint d'une tristesse résignée. « Que Dieu vous pardonne et vous protège, mes enfants, car le chemin que vous avez choisi est périlleux. » Il disparut ensuite dans la nuit, aussi silencieusement qu'il était venu, emportant avec lui leur secret le plus précieux. Catherine se sentit à la fois terrifiée et libérée. Elle était désormais l'épouse des Owen Tudor. Ce lien secret, invisible aux yeux du monde, était plus fort que n'importe quel traité, et n'importe quel décret royal. Elle était sa femme, et il était son mari. Elle posa sa tête sur la poitrine des Owen, écoutant le rythme puissant de son cœur. Elle sentait la chaleur de son corps, la force de ses bras qui l'enlaçaient. C'était la première fois de sa vie qu'elle se sentait vraiment à sa place, vraiment aimée pour elle-même. Pourtant, la réalité de leur situation ne tarda pas à la rattraper. Leur mariage secret ne les libérait pas de la nécessité de la dissimulation. Au contraire, il intensifiait le besoin de prudence. Chaque jour qui passait était un défi, chaque nuit une évasion. La vie à la cour de Westminster continuait son cours, immuable, avec ses rituels et ses intrigues. Les saisons passaient, et l'hiver mordant succédant à l'été éphémère, et la reine douairière Catherine de Valois, en apparence la même, portait en elle un secret d'une ampleur extraordinaire. Elle observait son fils, Henri VI, grandir, son visage des enfants se transformant lentement en celui d'un jeune homme. Il était le roi, et son avenir était le sien. Mais elle savait aussi que son avenir était désormais lié à Owen, l'homme qu'elle avait choisi contre toutes les lois et toutes les attentes. La dualité de son existence était devenue son fardeau et sa joie. Elle était la mère du roi, et l'épouse secrète d'un homme que le monde considérait comme un simple écuyer. Les mois et les années s'écoulèrent, porteurs de nouvelles épreuves. La guerre en France se poursuivait, la figure emblématique de Jeanne d'Arc ayant brièvement galvanisé les troupes françaises avant sa capture et son exécution. Le duc de Bedford luttait pour maintenir les conquêtes anglaises, sa détermination et s'affermissant face à la résurgence de la puissance française. Son regard, toujours aussi aiguisé, surveillait les moindres mouvements de la cour, à la recherche de toute fissure dans l'ordre établi. Catherine et Owen, unis dans leur secret, développèrent une complicité presque télépathique. Un simple regard, un geste infime, un mot à peine perceptible suffisait à communiquer des volumes. Leurs moments volés étaient des bouffées d'air frais dans l'atmosphère étouffante du palais. Ils s'échappaient parfois, sous le couvert de la nuit, pour de brèves promenades dans les jardins extérieurs, où l'air était plus pur, le ciel plus vaste, et où ils pouvaient se tenir la main, ne serait-ce que pour quelques instants. Ces moments étaient précieux, des perles rares dans le collier de leur existence clandestine. Mais la nature même de leur amour, sa clandestinité, portait en elle les germes de sa propre destruction. Les secrets, même les mieux gardés, ont tendance à s'éventer. Les murmures, des abords inaudibles, commencent à prendre forme, à se transformer en rumeurs. Et la cour de Westminster était un nid de rumeurs, où les jalousies et les ambitions couvaient sous la surface polie. L'année 1434 approchait, et avec elle, le danger se faisait de plus en plus pressant.
La bulle de leur bonheur secret, si fragile, menaçait de se briser à tout instant, exposant leur amour à la fureur du monde. Catherine sentait le poids de cette épée de Damoclès, mais elle ne regrettait rien. Chaque instant volé avec Owen était une vie vécue, une flamme qui réchauffait son âme et lui donnait la force de faire face à l'inévitable. Le temps était leur allié, mais aussi leur ennemi le plus implacable. La question n'était pas de savoir si leur secret serait découvert, mais quand. Et quelle serait la déflagration? L'année 1434 s'ouvrit sur un ciel bas et gris, mais pour Catherine, elle portait en son sein une tempête d'une autre nature. Un matin, en se levant, une vague de nausée la submergea, plus violente et persistante que les indigestions habituelles de la cour. Puis, une autre, et une autre encore, chaque assaut laissant derrière lui un tremblement dans ses entrailles. Une anxiété froide lui serra la gorge, un pressentiment familier et terrifiant. Elle connaissait ces signes. Son corps, malgré son âge et les années de veuvage, elle n'avait pas oublié les sensations de sa première grossesse. Un frisson, mélange d'effroi et de joie coupable, la parcourut. Elle était enceinte d'Owen. Le secret qu'ils avaient si méticuleusement tissé, fil après fil, menace désormais de se déchirer sous le poids de cette nouvelle vie. Chaque jour qui passait rendait la dissimulation plus périlleuse. Les robes amples, les châles drapés avec art sur sa silhouette qui commençait à s'arrondir, les excuses de fatigue ou des indispositions pour éviter les longues heures debout ou les danses de cour, tout devint un jeu dangereux de subterfuge. Ces dames de compagnie, habituées à son humeur mélancolique, ne devaient rien soupçonner. Leurs regards, même les plus bienveillants, étaient des lames aiguisées, prêtes à percer le voile de son intimité. La cour était un nid de vipères, et les rumeurs, une fois lâchées, se propageaient comme un feu de lande, dévorant tout sur leur passage. Owen, en apprenant la nouvelle, fut dès abord parcouru d'une joie sauvage, un sourire éclatant illuminant son visage dans l'ombre d'un couloir dérobé. Il la serra contre lui, ses mains fortes et protectrices. « Ne craignez rien, ma reine. Je vous protégerai, vous et notre enfant. » Sa voix était un murmure rauque, mais Catherine sentait la détermination inébranlable qui l'animait. Il était son roc, son seul allié dans cette mer d'incertitude. Pourtant, même sa force ne pouvait défier les lois des hommes et de Dieu, ni les édits du Parlement. Les mois s'étirèrent, lents et angoissants. Catherine se sentait prisonnière de son propre corps, chaque changement, chaque mouvement de l'enfant en elle, un rappel constant de leur audace et du péril imminent. Les journées étaient un supplice. Les repas formels où elle devait feindre l'appétit sous des regards scrutateurs, les longues heures passées à broder sous le regard de ces dames, les promenades dans les jardins où l'air frais ne parvenait pas à dissiper la moiteur de son anxiété. La nuit, c'était Owen, ses mains caressant son ventre arrondi, ses paroles réconfortantes, leurs murmures échangés dans l'obscurité complice de leur chambre dérobée. Il lui racontait des histoires de son pays natal, des berceuses galloises qui, disait-il, berceraient l'enfant à naître. Ces moments étaient des bulles de bonheur pur, arrachées à la menace constante. Elle pensait à son fils, le jeune Henri VI, qui grandissait, un enfant pieux et fragile, dont la santé était une source d'inquiétude constante. Comment pourrait-elle expliquer cela à son fils? Comment pourrait-elle justifier un tel acte, une telle trahison des attentes royales? Son amour pour Henri était inconditionnel, mais il était désormais entrelacé avec un autre amour, une autre vie qu'elle portait en elle. La culpabilité l'étreignait, mais elle était éclipsée par une force primale, l'instinct de protéger sa progéniture, qu'elle soit royale ou illégitime aux yeux du monde. L'hiver 1434 fut particulièrement rigoureux, enveloppant Londres d'un voile de neige et de glace. Les jours étaient courts, les nuits interminables. C'est durant cette période glaciale que les contractions commencèrent, prématurées et violentes. Catherine était seule dans ses appartements, ses dames de compagnie s'étant retirées pour la nuit. La douleur la saisit, aiguë et implacable. Elle agrippa les draps de soie, mordant sa lèvre pour étouffer un cri. Owen avait anticipé ce moment. Il avait arrangé qu'une vieille sage-femme galloise, une femme de confiance de sa famille, soit présente dans le palais, dissimulée sous un prétexte fallacieux. La sage-femme arriva, son visage ridé empreint d'une gravité silencieuse. Elle connaissait les risques, la nature clandestine de cette naissance. Dans le silence oppressant de la chambre, éclairée par la lueur vacillante d'une chandelle, Catherine lutta. Les heures s'étirèrent dans une agonie silencieuse, chaque contraction une vague qui la submergeait, la tirant vers un abîme de douleur et d'incertitude. Owen était là, ses mains serrant les siennes, son visage pâle et tendu, mais son regard ancré dans le sien, un phare dans la tempête. Il lui parlait en gallois, des mots doux et encourageants, des promesses d'amour et de protection. L'air était lourd du parfum de la cire brûlée et d'une pointe de sang, une odeur prime la sage-femme galloise, aux mains noueuses et aux yeux d'une intelligence perçante, travaillait dans un silence presque sacré. Seuls les gémissements étouffés de Catherine et les encouragements rauques d'Owen brisaient la quiétude oppressante de la chambre. La chandelle, posée sur une petite table près du lit, projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, déformant les visages, transformant la scène intime en un tableau grotesque et poignant.
Chaque contraction était une lame tordue dans les entrailles de Catherine, une douleur qui la vidait, la consumait, mais qu'elle accueillait avec une étrange détermination. C'était le prix de leur amour, le fruit de leur audace, et elle était prête à le payer. Owen, le visage baigné de sueur froide, serrait sa main avec une force qui lui aurait brisé les os si elle n'avait pas été elle-même portée par une force surhumaine. Ses mots gallois, doux et rythmés, s'enroulaient autour d'elle comme une incantation protectrice. Puis, après des heures qui semblaient une éternité, un cri perça le silence, un son aigu et fragile qui résonna dans le cœur de Catherine comme la plus belle des mélodies. La sage-femme souleva un petit corps rougi et couvert de sang, et le présenta à la mère épuisée. Un garçon, un fils. Les larmes roulèrent sur les joues de Catherine, se mêlant à la sueur et à la saleté. Elle tendit les bras, et le nouveau-né fut déposé contre sa poitrine. La sensation de cette petite vie chaude et frémissante, le contact de sa peau douce contre la sienne, effaça d'un coup toute la douleur, toute la peur. C'était un miracle, un défi lancé au monde entier. Owen s'agenouilla près du lit, son regard rempli d'une adoration muette pour sa reine et pour ce petit être qui venait de naître dans l'ombre. Il effleura la joue de Catherine, puis le petit front du bébé. « Edmund » murmura-t-il, un nom gallois, solide et ancien. « Notre Edmund ». Le secret de la naissance des Edmund Tudor fut gardé avec une vigilance redoublée. La sage-femme, après avoir prodigué ses soins et ses conseils, disparut aussi discrètement qu'elle était apparue, emportant avec elle le souvenir de cette nuit extraordinaire. Un réseau de serviteurs loyaux, triés sur le volet par Owen, s'organisa pour dissimuler l'existence du bébé. Une nourrice de confiance fut trouvée, une femme veuve et discrète, qui éleva Edmund dans une petite maison isolée à l'extérieur de Londres, sous la surveillance secrète des Owen. Catherine, elle, devait continuer à jouer son rôle de reine douairière, son corps affaibli par l'accouchement, mais son esprit illuminé par une joie intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Chaque absence, chaque indisposition était prétexte à des visites furtives à son fils. Sous le couvert de la nuit, drapée de capes sombres, elle échappait parfois au palais, accompagnée des Owen et de quelques gardes fidèles. Ces rencontres volées, dans l'obscurité d'une chaumière, étaient des moments de pur bonheur, des parenthèses enchantées où elle pouvait être simplement une mère, loin des murs étouffants de Westminster. Elle tenait son enfant dans ses bras, le berçait, lui chantait des berceuses françaises, tandis que Owen veillait, le cœur gonflé de fierté et d'une anxiété permanente. L'année 1435 s'écoula, puis 1436. Le danger s'intensifia, car le cœur de Catherine, une fois ouvert à l'amour et à la maternité, ne pouvait plus se refermer. En dépit des risques immenses, un second enfant, Jaspé, vint au monde dans des circonstances tout aussi secrètes. Puis une fille, Margaret, qui ne survécut pas. La famille Tudor s'agrandissait, et avec elle, la toile de mensonges et de dissimulation devenait de plus en plus complexe, de plus en plus fragile. Les robes amples de Catherine, ses airs de fatigue, ses retraites fréquentes, commençaient à attirer l'attention. Les murmures, des abords chuchotés dans les coins sombres, s'enhardissaient, devenant des bribes de conversation interceptées par des oreilles indiscrètes. La cour, un serpentin de jalousie et d'intrigues, était une caisse de résonance parfaite pour les rumeurs les plus folles. Le duc de Bedford, Jean de Lancastre, observait tout. Son regard perçant, habitué à déchiffrer les cartes de bataille et les traités politiques, ne manquait pas de remarquer le changement chez la reine douairière. La mélancolie avait fait place à une sorte de vitalité secrète, une lueur dans ses yeux qui n'était pas celle de la piété ou de la résignation. Et Owen Tudor, l'écuyer gallois, était trop souvent présent, trop souvent dans l'entourage immédiat de la reine, pour que cela soit une simple coïncidence. Bedford était un homme pragmatique, dont la loyauté envers la couronne des Lancastre était absolue. La stabilité du royaume, la légitimité du jeune Henri VI, étaient ses seules préoccupations. Une reine douairière qui se remariait sans consentement, surtout avec un homme de si basse extraction, était une aberration, une menace à l'ordre divin et terrestre. Les rumeurs se firent plus précises, plus audibles. Un serviteur trop bavard, une dame de compagnie trop curieuse, un garde trop zélé. Un soir de l'automne 1436, une lettre anonyme, écrite d'une main tremblante mais précise, parvint entre les mains du duc de Bedford. Elle ne laissait aucun doute. La reine Catherine avait non seulement pris un amant, mais elle avait engendré des enfants avec cet homme, Owen Tudor, un simple écuyer gallois, sans titre ni fortune. La fureur du duc fut glaciale, silencieuse, mais d'une intensité terrifiante. C'était une trahison, une insulte à la mémoire des Henri V, une menace directe à la lignée Lancastre. Le palais s'éveilla un matin sous le poids d'une atmosphère lourde et oppressante. Le duc de Bedford convoqua le conseil de régence en urgence. Les visages étaient graves, les murmures étouffés. La nouvelle, encore officieuse, circulait déjà comme un poison. Des gardes furent dépêchés aux appartements de Catherine. La porte fut ouverte sans ménagement. Catherine, assise près de la cheminée, brodant un motif délicat, leva les yeux. Elle savait, le regard froid et implacable des gardes, et l'absence des Owen, tout lui hurlait la vérité.
Le couperet était tombé. Owen Tudor fut arrêté sans sommation. Il fut appréhendé alors qu'il sortait des écuries, son visage impassible malgré les armes pointées sur lui. Il savait aussi, il avait vécu chaque jour de ces années volées comme un sursis, chaque instant de bonheur comme un défi lancé au destin. Il fut emprisonné à la prison de Newgate, une geôle infâme, enchaîné comme un criminel, en attendant son jugement. Le duc de Bedford, dans sa rage froide, était déterminé à faire un exemple de cet homme qui avait osé souiller le lit royal. Catherine, elle, fut confrontée au conseil. Le duc de Bedford, son visage dur comme la pierre, lui rappela la loi de 1428, promulguée après la mort des Henri V, qui interdisait à toute reine douairière de se remarier sans le consentement du roi et du conseil, sous peine de la perte de ses terres et de ses biens, et de la mort pour son époux. Son mariage secret avec Owen était non seulement un scandale moral, mais une violation flagrante de la loi du royaume. « C'est une infamie, madame » tonna Bedford, sa voix résonnant dans la salle du conseil. « Une tache indélébile sur la couronne de votre fils, sur la mémoire de son père. » Catherine, malgré la peur qui lui nouait les entrailles, se tint droite, sa dignité royale intacte. « J'y ai épousé l'homme que j'y aime, monseigneur, répondit-elle d'une voix claire, bien que tremblante. Devant Dieu, nous sommes unis. Dieu n'a que faire de vos passions déréglées, madame, rétorqua Bedford avec mépris. Dieu et les hommes attendent de vous le respect de votre rang et de la loi. Le verdict fut sans appel. Catherine fut séparée de ses enfants. Edmund et Jasper, encore en bas âge, furent arrachés à leur mère et placés sous la tutelle de l'Abbesse de Barking, puis confiés à des familles nobles pour leur éducation, loin de la cour et de leur mère. C'était une mesure draconienne, destinée à effacer toute trace de leur existence illégitime et à éviter qu'ils ne deviennent un point de ralliement pour des éventuels séditieux. Catherine fut confinée à l'abbaye de Bermondsey, une prison dorée, où elle devait passer le reste de ses jours dans la prière et la pénitence. Sa fortune fut saisie, ses terres confisquées au profit de la couronne. Sa vie d'épouse et de mère lui fut arrachée. La séparation d'E avec Owen fut la plus cruelle des punitions. Elle ne le revit jamais. De sa prison, elle envoya des messages, des suppliques, des lettres déchirantes, mais aucune ne parvint à l'atteindre. Elle entendit des rumeurs de son emprisonnement, de son évasion, de sa recapture, des bruits de couloir qui, comme des coups de poignard, venaient lui rappeler l'horreur de leur situation. Owen Tudor, l'homme qui avait osé aimer une reine, était devenu un paria, un danger pour le royaume. Il fut transféré de prison en prison, de Newgate à Wallingford, puis à Windsor, son sort incertain, sa vie suspendue à la volonté du conseil. Dans les murs froids de l'abbaye de Bermondsey, Catherine de Valois s'éteignit le 3 janvier 1437, à l'âge de 35 ans. Son corps, épuisé par les grossesses secrètes, brisé par le chagrin et la solitude, céda. Elle mourut loin de ses enfants, loin de l'homme qu'elle aimait, son secret enfoui au plus profond de son cœur. Elle fut enterrée avec les honneurs dus à une reine, mais son existence fut effacée des annales officielles comme si elle n'avait jamais aimé, jamais enfanté en dehors des liens royaux. Le duc de Bedford avait gagné, et l'ordre était restauré. La lignée Lancastre était protégée. Pourtant, la mort de Catherine ne fut pas la fin de l'histoire. Les murs du palais de Westminster et les décrets royaux ne pouvaient pas effacer le sang qui coulait dans les veines de ses fils. Owen Tudor, contre toute attente, survécut. Après la mort de Catherine, le duc de Bedford, dont la fureur s'était apaisée, et peut-être aussi par un calcul politique, ne le fit pas exécuter. Il fut libéré de prison et même autorisé à servir le jeune Henri VI, qui, malgré tout, avait une affection pour cet homme gallois qui avait été son écuyer. Le roi Henri VI, devenu majeur, ne semblait pas tenir rigueur à Owen pour son union avec sa mère. Au contraire, il le traita avec une certaine bienveillance, lui accordant des charges mineures et même une certaine influence à la cour. Peut-être le jeune roi, d'une nature pieuse et rêveuse, comprenait-il, au fond de lui, ce que sa mère avait cherché, l'amour et la connexion humaine. Les fils de Catherine et Owen, Edmund et Jasper, furent élevés en secret, loin de l'éclat de la cour, mais avec une éducation soignée. Ils grandirent, portant en eux le sang royal des Valois et la fierté des Tudors gallois. En grandissant, ils furent reconnus par leur demi-frère, le roi Henri VI, qui leur accorda des titres et des terres. Edmund devint comte de Richmond et Jasper, comte de Pembroke. Le roi Henri VI, sans héritier direct pendant de nombreuses années, voyait en ses demi-frères des alliés, peut-être même des successeurs potentiels dans une lignée secondaire, bien qu'il n'ait jamais imaginé l'ampleur de leur destinée. L'ironie du destin frappa de la manière la plus inattendue. Le duc de Bedford, dans sa volonté de préserver la dynastie Lancastre, avait involontairement semé les graines de sa destruction et de l'avènement d'une nouvelle ère. Le jeune Edmund Tudor épousa une femme de la plus haute noblesse anglaise, Margaret Beaufort, une descendante de la maison de Lancastre par Jean de Gand. De cette union naquit un fils, Henri Tudor. Lorsque les guerres des Roses éclatèrent, déchirant l'Angleterre entre les maisons de Lancastre et des York, le sang des Tudor, mélange de royauté française et de noblesse galloise, se trouva au cœur du conflit.
Edmund Tudor mourut jeune, mais son fils, Henry, élevé en exil, revint en Angleterre pour défier Richard III. En 1485, à la bataille de Bosworth, Henry Tudor vainquit Richard III et fut couronné roi des Angleterres, fondant la dynastie Tudor. Le secret d'un amour interdit, né dans l'ombre du palais de Westminster en ce froid hiver de 1430, avait ainsi, contre toute attente, changé le cours de l'histoire anglaise. Catherine de Valois, la reine douairière, la fille du roi fou, celle que l'on avait cru effacée et oubliée, devint la matriarche d'une des plus grandes dynasties des Angleterre. Son sacrifice, sa quête des amours et des autonomies, avait abouti à la naissance d'une lignée qui allait régner pendant plus d'un siècle, apportant à l'Angleterre une ère de puissance et de transformation. Les murs de Westminster, témoins silencieux de tant d'intrigues, de joie et de peine, avaient abrité le plus grand des secrets, un secret qui, une fois révélé, avait eu des répercussions bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. La romance clandestine entre une reine et un écuyer gallois, un acte de désobéissance passionnée, avait donné naissance à des rois. Le fantôme de Catherine de Valois, peut-être, souriait dans l'éternité, sachant que, malgré tous les dangers, malgré tous les sacrifices, son amour avait triomphé, non pas dans la reconnaissance publique, mais dans la lignée de ses enfants, qui portèrent son héritage et celui des Owen Tudor, à travers les âges. Leur histoire, gravée non pas sur des pierres tombales, mais dans le tissu même de l'histoire, continuait de murmurer, discrètement mais puissamment, le récit d'un amour qui défiait les rois et les lois.